Il existe un endroit dans l'Ural du Nord que les autochtones, les Mansi, ont craint de fréquenter pendant des siècles. Ils l'appellent Alat-Siakilsa, la montagne des morts. Ils disent qu'à cette altitude, 9 de leurs chasseurs sont morts. Ils disent que c'est une terre maudite. En 1959, la presse soviétique aurait qualifié cela de superstition. Aujourd'hui, nous l'appelons l'épicentre du plus grand mystère non résolu du XXe siècle. En janvier de cette année-là, 10 étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, tous des skieurs et des randonneurs expérimentés de haut niveau, se sont lancés dans une expédition. Ils étaient dirigés par Igor Dyatlov, âgé de 23 ans. Leur objectif était la montagne Ahortorten. L'enthousiasme était grand chez ceux qui ont survécu. Il ne restait que 9. 9 qui sont entrés dans le cœur glacé de l'Oural et n'en sont jamais revenus. Ils devaient envoyer un télégramme depuis le point final de leur itinéraire le 12 février. Le télégramme n'est jamais arrivé. Au début, personne ne s'inquiétait. Les retards dans de telles expéditions sont courants, mais les jours se sont transformés en semaines. Le 20 février, les familles ont tiré la sonnette d'alarme. Une opération de recherche à grande échelle a commencé. Avions, hélicoptères, équipes de soldats et de volontaires. Ce qu'ils ont trouvé le 26 février n'avait aucun sens. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. Sur le flanc nu et exposé au vent de la montagne Kholat-Syakhl, à seulement 1,5 km du sommet, se trouvait leur tente. Mais elle n'était pas simplement vide, elle était morte, et elle était découpée. La première chose qui a frappé les sauveteurs, ce n'était pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils n'ont pas vu. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun indice d'autres personnes, aucun indice d'animaux. Il n'y avait que les traces des touristes eux-mêmes. 9 paires de traces descendant la pente, loin de la tente. Mais quelque chose n'allait pas. Certaines traces étaient laissées par des piétons nus, d'autres en chaussettes, d'autres encore avec une seule botte, par un froid de moins 30 degrés. À l'extérieur de la tente se trouvait un piolet. À l'intérieur, il y avait tout. Des sacs à dos, de la nourriture, des vêtements chauds, des chaussures, des cartes, des journaux. Même une flasque de spiritueux restait intacte. Puis les sauveteurs ont vu la tente elle-même. Elle était ensevelie sous la neige, mais tenait sur des bâtons de ski. Et sur son flanc tourné vers la pente se trouvaient de longues coupures chaotiques. L'examen médico-légal confirmera plus tard ce que les sauveteurs ont compris immédiatement. La tente avait été découpée de l'intérieur. 9 touristes expérimentés aguerris en pleine possession de leurs moyens ont soudainement, dans un état de panique, découpé leur seul abri, leur unique refuge contre la tempête de glace, et se sont enfuis, à moitié habillés, droit vers une mort certaine. La question qui est née ce jour-là sur la pente n'a pas reçu de réponse même 60 ans plus tard. Qu'est-ce qui les a poussés à faire cela ? Qui était ce tueur dont ils fuyaient ? Cette enquête ne porte pas seulement sur la façon dont ils sont morts. Elle porte sur la raison pour laquelle ils ont fui. Les traces menaient vers le bas. Elles étaient en net. Les gens marchaient pas en courant, de manière organisée. Étrange pour une panique. Ils marchaient côte à côte, mais à mesure qu'ils descendaient, les traces devenaient de plus en plus chaotiques. Elles s'étiraient, se divisaient. Environ 1,5 km plus loin, à la lisière de la forêt, les traces disparaissaient et ensevelies par la tempête. Là, sous un gigantesque vieux cèdre, les sauveteurs ont trouvé les premiers corps. C'étaient Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko. Ils étaient dénudés jusqu'à leurs sous-vêtements. À côté d'eux se trouvaient les restes d'un petit feu. Les branches du cèdre étaient brisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de grimper. Peut-être pour voir quelque chose ou pour se cacher de quelque chose. Les mains des deux étaient écorchées jusqu'au sang. Mais le plus terrifiant n'était pas cela. Ils étaient gelés. C'était évident. Mais pourquoi étaient-ils dénudés ? Pourquoi ont-ils donné leurs vêtements ou ont-ils été dépouillés de leurs vêtements ? La cause officielle de la mort est l'hypothermie, mais ce n'était que le début. L'enquête menée par le jeune procureur Lev Ivanov commençait à peine à plonger dans ce cauchemar. Il était convaincu qu'il s'agissait simplement d'un accident, tragique mais compréhensible. Il ne s'était jamais autant trompé. Les découvertes suivantes ont été faites entre le cèdre et la tente, comme si 3 membres du groupe avaient tenté de revenir vers la chaleur, vers les provisions. Ils étaient presque arrivés. Le premier, à 300 mètres du cèdre, était le corps d'Igor Dyatlov lui-même. Il était allongé sur le dos, la tête tournée vers la tente. Une main tenait une branche, l'autre était pressée contre la poitrine comme pour se défendre. Il était habillé mais sans chaussures. À 630 mètres de lui se trouvait Zina Kolmogorova.
Sa position était celle du désespoir, la position d'un boxeur typique de l'hypothermie. Elle était habillée plus chaudement, mais aussi sans chaussures. Son visage montrait des traces de saignement nasal. Elle était la plus forte fille du groupe et apparemment s'était battue jusqu'au dernier instant. Le plus proche de la tente, à seulement 40 mètres, se trouvait Rustem Slobodin. Il était le mieux habillé. Il portait une botte mais avait subi une blessure, une fracture de 6 pouces dans le crâne. C'était la première anomalie. Les médecins dirent que la blessure n'était pas mortelle. Probablement il l'avait subie en tombant, perdant déjà connaissance à cause du froid. La cause officielle de la mort pour les 3 était de l'hypothermie. Donc nous avons 5 corps, tous gelés. Une fracture du crâne peut être due à une chute. Le tableau se dessinait. Tragique mais logique. Ils ont fui, ont gelé, ont essayé de revenir, n'ont pas pu. L'affaire pouvait être classée. Mais il manquait encore 4 personnes, et c'est précisément elles qui allaient transformer cette affaire d'une tragédie en un mystère insoluble. Les recherches se poursuivaient. Marne à avril, neige dans l'Oural, profonde. Les sauveteurs fouillaient dans les forêts et les ravins, mais rien. Plus de 2 mois s'étaient écoulés. Mai est arrivé. La neige a commencé à fondre. Et c'est alors le 4 mai, à seulement 75 mètres du Cèdre, mais au fond du ravin sous 4 mètres de neige, que les sondes de recherche ont rencontré quelque chose de mou. C'était un tapis de branches de sapin coupées. Et dessus, les corps. Les 4 restants. Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibabrigno. Et c'est ici que l'enquête de Lev Ivanov s'est effondrée, ici que la légende est née. Parce que la façon dont ces 4 sont morts n'avait rien à voir avec l'hypothermie. C'était autre chose, quelque chose de cruel, quelque chose d'inexplicable. Lorsque les corps ont été extraits et envoyés à l'autopsie, le docteur Boris Vozrojdeny, le médecin légiste en chef, était stupéfait. Ce qu'il a noté dans son rapport est encore aujourd'hui l'objet des débats les plus ardents. Alexander Kolevatov semble être mort d'hypothermie. Il était habillé plus chaudement que les autres, mais les 3 autres... Nikolai Tibabrigno. Et là, il avait une blessure crânienne extensive, comme s'il avait été frappé par quelque chose d'incroyablement lourd et large. Mais sur sa tête, sur sa peau, il n'y avait aucune lésion externe. Pas de contusion, pas d'éraflure. Comment peut-on écraser un crâne sans laisser de traces à l'extérieur? C'était encore pire. Semyon Zolotarev, le membre le plus âgé et le plus mystérieux du groupe, un ancien soldat. Il avait 12 côtes cassées, toutes du côté droit. Les fractures étaient symétriques comme résultant d'un puissant coup ou d'une compression, et encore une fois, aucune contusion externe. Et enfin, Lyudmila Dubinina. Elle avait 10 côtes cassées, également des 2 côtés. Un saignement interne massif au cœur. Le docteur Vozrojdeny écrira dans sa conclusion. Les blessures, similaires à celles résultant d'une forte onde de choc ou d'un accident de voiture. Une force était nécessaire, une force qu'un homme ne pouvait pas développer. Une force qui les a écrasés. Mais comment, sans aucune contusion, sans une seule goutte de sang, à l'extérieur, et ce n'était pas tout. Il y avait un autre détail. Un détail qui a alimenté les théories les plus horribles pendant des décennies. Lyudmila Dubinina avait perdu sa langue manquante. Cela a choqué tout le monde. Les premières pensées. Torture, interférence humaine. Mais qui? Et pourquoi le docteur Vozrojdeny, cependant, était catégorique? La langue avait été retirée, mais probablement après la mort, et pas par un humain. Les corps avaient peu reposé dans le ravin dans un ruisseau sous la neige pendant presque 3 mois. C'était le travail de l'eau, des bactéries et de petits prédateurs. Des changements putrides dans un milieu aquatique. C'était horrible, mais probablement naturel. Les yeux de Zolotarev et de Tibabrigno manquaient également pour la même raison. Mais si l'on met de côté ce détail horrible, il restait les questions principales. Qu'est-ce que c'est qu'un accident de voiture sans voiture? Qu'est-ce que c'est qu'une onde de choc sans explosion? Et c'est alors que de nouveaux faits sont apparus dans l'affaire. Tout d'abord, les vêtements. Les vêtements des 4 dans le ravin. Ils étaient étranges. Zolotarev était vêtu du manteau et du bonnet de Dubinina. La jambe de Dubinina était enveloppée dans un morceau de pantalon en laine de Krivonichenko. Cela a été qualifié de déshabillage paradoxal en cas d'hypothermie. Mais il y avait aussi un autre détail. Lorsque les vêtements des victimes ont été vérifiés avec un dosimètre, plusieurs articles en particulier, le pull de Krivonichenko et les pantalons ont montré un niveau de radioactivité élevé. Pas mortel, mais anormal, radiation bêta. D'où cela venait-il sur le flanc de la montagne loin de la civilisation? Et immédiatement, une 3e anomalie est apparue. Des boules de feu. Lev Ivanov a commencé à interroger d'autres personnes dans la région.
des touristes, des géologues et des militaires, des habitants Mansi. Et les témoignages ont commencé à affluer. Dans la nuit du 1er au 2 février, la nuit de la mort du groupe, et au cours de la semaine suivante, des dizaines de personnes ont vu dans le ciel au-dessus de l'Oural d'étranges boules de feu. Elles se déplaçaient silencieusement, changeaient de trajectoire, stationnant. Un des sauveteurs participants aux recherches, Valentin Yakimenko, a déclaré avoir vu une telle boule à la fin mars. Elle était brillante, se déplaçant du sud vers le nord. Ivanov était perplexe. Il avait personnellement vu quelque chose de similaire en avril. C'était quelque chose qui ne s'intégrait pas dans le tableau de l'accident. Des corps écrasés de la radiation des boules de feu dans le ciel et une fuite paniquée de la tente. Ivanov a commencé à relier les points. Et le tableau qui se dessinait, elle était effrayant. Il n'indiquait pas la nature. Il indiquait l'état. C'est la version la plus persistante, la plus populaire et la plus techno-thriller. Elle affirme que le coupable était l'armée. L'Union soviétique. 1959. La guerre froide bat son plein. L'Oural et Kekar, c'est le cœur industriel et militaire du pays. Non loin se trouvaient des villes fermées, des installations nucléaires comme Mayak. Et plus important encore, le cosmodrome de Baïkonour, d'où ont été lancés les premiers missiles balistiques intercontinentaux Hercept. La trajectoire de leur vol passait juste au-dessus de cette région. Que se passerait-il si les boules de feu n'étaient pas des ovnis, mais des essais de ces missiles ou leurs débris? Que se passerait-il si les touristes se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment? Cette théorie explique beaucoup de choses. Elle explique les boules de feu. Elle explique pourquoi la région était fermée. Elle explique la radiation, peut-être des traces de l'hydrazine, un carburant de fusée toxique. Ou s'agissait-il d'une véritable bombe à neutrons dont l'essai tue par ondes de choc et radiation mais ne laisse aucune trace d'explosion? Et qu'en est-il des blessures? Il existe une théorie sur un essai de bombe à vide ou de mine parachutée. Une arme qui explose dans les airs créant une onde de choc puissante. Cette onde peut écraser les cages thoraciques et les crânes sans laisser de traces externes. Le bruit d'une telle explosion ou même le rugissement d'un missile passant pourrait avoir provoqué cette panique qui les a poussés à découper la tente et à fuir. Et cette théorie explique le plus important. Le secret. En mai 1959, juste après la découverte des derniers corps, Lev Ivanov a reçu un ordre direct de Moscou, du deuxième secrétaire du comité régional de Sverdlovsk. L'ordre était simple, mettre fin à l'enquête, immédiatement. Tous les objets trouvés sur place, y compris les pellicules, devaient être emballés et envoyés par vol spécial. L'affaire a été classée. Ivanov a été contraint d'écrire une conclusion qui est devenue aussi célèbre que l'événement lui-même. Il a écrit « La cause de la mort des touristes était une force naturelle que les gens ne pouvaient pas surmonter. Une force naturelle, inconnue, irrésistible. Une formulation qui ne signifie rien, et qui signifie tout et l'affaire a été close. Pendant des décennies. Ce n'est qu'aux années 1990, après la dissolution de l'URSS, que Lev Ivanov lui-même a rompu le silence. Dans son article, il a avoué. Il était convaincu que c'était les boules de feu. Il était convaincu que cela était lié aux essais des militaires. Il a dit qu'on lui avait ordonné d'enterrer cette affaire. Il a présenté ses excuses aux familles des victimes. On aurait dit que voilà la réponse. Le coupable, c'est un essai militaire. Une machine d'État inhumaine qui a sacrifié 9 vies et caché la vérité. Cette version a dominé pendant des décennies. Elle était logique. Elle était horrible. Elle expliquait tout. Presque tout. Mais la théorie militaire a des lacunes. D'énormes lacunes. Tout d'abord les blessures. Une onde de choc suffisamment forte pour écraser les côtes de Zolotarev aurait tué tout le monde. Elle aurait déchiré les tympans. Elle aurait laissé des traces sur les arbres. Mais rien de tout cela n'était présent. La tente était debout. Les corps étaient éparpillés sur 1,5 km. Deuxièmement, la radiation. Les niveaux étaient assez présents, mais pas mortels. Et ils n'étaient que sur quelques vêtements. Les experts diront plus tard qu'une telle radiation pourrait provenir du travail à l'usine Mayak, ce qui était dans la biographie de Krivonichenko, ou même des cadrans lumineux des montres. Ce n'était pas une preuve d'une bombe sale. Troisièmement, le secret. Oui, l'affaire a été classée. Mais dans l'URSS, on classait toute affaire où des gens mouraient, surtout en groupe. C'était une pratique standard, cela ne prouvait pas nécessairement une intention malveillante. La version militaire était trop bruyante, trop cinématographique. Mais que se passerait-il si le coupable était plus silencieux? Que se passerait-il s'il était plus sournois? Que se passerait-il si une force naturelle n'était pas une métaphore? Que se passerait-il si c'était une réponse littérale? En 2019, sur la vague d'un nouvel intérêt public, le bureau du procureur général de Russie a rouvert l'enquête.
Pour la première fois en 60 ans, ils ont immédiatement écarté toutes les versions criminelles et conspirationnistes. Pas de Yéti, pas d'OVNI, pas d'assassin du KGB. Ils ne s'intéressaient qu'à une seule question. Quelle force naturelle a tué le groupe Dyatlov? Ils ont envoyé des experts, des géomètres, des météorologues sur le col. Ils ont consulté les archives météo de ce jour-là. Ils ont construit des modèles informatiques. Et ils ont tiré une conclusion qui a choqué beaucoup de gens par sa simplicité. Le meurtrier n'était pas une fusée. Le meurtrier était une avalanche. On a mon mail, c'est que c'est une avalanche, s'est indigné les enquêteurs. Quelle avalanche? La pente était trop douce, seulement 23 degrés. Il n'y avait pas de trace d'une grande masse de neige. La tente n'était pas ensevelie. Les bâtons de ski étaient debout. C'était la première version qui avait été rejetée dès 59. Mais le bureau du procureur ne parlait pas d'une avalanche ordinaire. Il parlait d'un phénomène spécifique et sournois. Une avalanche de type planche, une slab avalanche. Voici comment cela fonctionne. Le groupe Dyatlov, en installant la tente, a coupé la pente. Ils ont creusé une couche de neige pour aplanir l'emplacement. Cela a perturbé l'intégrité de l'accumulation de neige. Au-dessus d'eux, il restait une planche, une couche dense et lourde de neige, reposant sur une couche plus faible. Cette nuit-là, le temps s'est brusquement détérioré. Vent, ouragan, chute de température. Cette planche n'a pas tenu, elle a glissé. Ce n'était pas une gigantesque avalanche qui emporte tout. C'était un glissement de terrain lent et lourd. Une masse de plusieurs tonnes, elle n'a pas enseveli la tente, elle a exercé une pression sur elle. Elle a pressé comme un étau. Et c'est à ce moment-là que 3 ou 4 touristes dormant sur le bord ont subi leurs blessures. Tibabrigno, Zolotarev, Dubinina. Une lourde planche de neige comprimée par la toile de la tente a enfoncé leur cage thoracique et leur crâne. Cela explique parfaitement les blessures. Une immense force de compression mais sans dommage externe. La toile et la couche de neige ont amorti le choc mais pas la pression. Imaginez cette scène. Nuit, ouragan, soudain, craquement. Une masse de plusieurs tonnes pèse sur vous. Obscurité. Vous ne pouvez pas respirer. Vos amis crient de douleur. La tente est déchirée, écrasée. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous pensez que vous allez être enterré vivant. Vous pensez que ce n'est que le début. Qu'une véritable avalanche va se produire maintenant. Que faites-vous? Vous attrapez un couteau. Vous découpez la tente de l'intérieur. Vous sortez. Vous aidez les blessés à sortir. Vous êtes en panique. Vous ne voyez rien. Vous avez peur que la pente s'effondre complètement. Vous prenez la seule décision qui vous semble juste. Quitter la pente. Descendre dans la forêt, vers les arbres où c'est sûr. Vous courez. Sans chaussures, sans vêtements. Vous pensez que vous reviendrez chercher vos affaires dès que le danger sera passé. Vous traînez les blessés. Zolotarev, Dubinina et Tibabrigno sont déjà gravement blessés. Ils ne peuvent pas marcher vite. Le groupe descend vers le cèdre. Ils allument un feu, mais il est trop petit. Ils essaient de grimper à un arbre pour voir ce qu'il advient de la tente, ou pour chercher du bois. Les mains de Doroshenko et de Krivonichenko sont écorchées. Mais ils ne ressentent pourtant pas de douleur. Ils gèlent. Ils meurent les premiers. Les autres comprennent que le feu ne les sauvera pas. Il faut retourner à la tente pour chercher des affaires. Dyatlov, Kolmogorova et Slobodine, les plus forts, remontent. Mais le vent est trop fort, le froid trop brutal. Ils tombent un à un gelant en chemin. Slobodine tombe, se cogne la tête contre une pierre et reçoit cette fameuse fracture du crâne. Les 4 restants près du cèdre comprennent qu'ils vont aussi geler les blessés étant déjà en train de mourir. Kolevatov, le plus en forme d'entre eux, prend la décision de les emmener dans le ravin. Là, dans la dépression, il n'y a pas un tel vent. Ils font un lit de branches pour ne pas être allongés sur la neige. Ils se regroupent en essayant de se réchauffer. Ils enlèvent les vêtements des camarades déjà morts près du cèdre pour envelopper les blessés. Ce n'est pas du pillage. C'est un désespéré effort pour survivre. Mais que les blessures sont trop graves. Le froid fait son œuvre. Ils meurent un à un, Kolevatov, puis Tibabrigno, puis Zolotarev. La dernière à mourir est Dubinina. Leur corps reste dans le ruisseau qui coule au fond du ravin. La fonte printanière. L'eau, les bactéries et les renards feront leur œuvre sur les tissus mous. Cette théorie, elle est claire, elle est terriblement logique. Des scientifiques suisses de l'Institut de neige et d'avalanche, ceux-là même, qui ont consulté les animateurs de La Reine des Neiges, ont confirmé que oui, une avalanche de type planche sur une telle pente est possible. Elle s'intègre parfaitement aux faits. C'est cette force naturelle. Le meurtrier, c'est la nature, le froid, la neige, et une tragique chaîne d'erreurs. L'affaire est close.
En 2021, le bureau du procureur a déclaré cause de décès, avalanche et hypothermie. Point. Mais est-ce que vraiment un point? La théorie de l'avalanche explique de manière géniale les blessures et la fuite. Mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique en rien les boules de feu. Le bureau du procureur les a simplement qualifiés de phénomènes optiques ou de lancement des mêmes missiles R-7 qui coïncidaient accidentellement avec la tragédie. Elle n'explique en rien la radiation. Le bureau du procureur l'a tout simplement ignoré, affirmant qu'en 1959, il n'y avait pas d'appareil précis. Elle n'explique en rien le comportement de Lev Ivanov. Pourquoi un procureur expérimenté qui a lui-même vu les boules était-il si sûr de la version militaire? Pourquoi jusqu'à la fin de sa vie a-t-il ressenti de la culpabilité d'avoir caché la vérité? Que se passerait-il si les deux théories étaient vraies? Que se passerait-il si c'était une tragédie naturelle, une avalanche qui s'est produite à l'intérieur d'une zone militaire secrète? Que se passerait-il si les premiers sur les lieux n'étaient pas les sauveteurs mais les militaires? Ils ont vu une boule de feu leur fusée tomber dans cette région. Ils sont venus chercher des débris et sont tombés sur la tente et les corps. Ils les ont testés pour la radiation. D'où les traces OSAIS. Ils ont compris que les touristes n'étaient pas morts de leur fête, et ils sont simplement partis ordonnant de tout classer pour que personne ne sache jamais ce qui avait volé là-bas. Dans cette version, le meurtrier est toujours l'avalanche. Mais le complice devient l'État. Pas par un meurtre direct, mais par le mensonge, par la dissimulation, par la peur que la vérité sur la tragédie révèle leur secret militaire. Cette version explique tout. Les blessures, le secret, les boules de feu, la radiation et la culpabilité de Lev Ivanov, le meurtrier du groupe Dyatlov. Ce n'est pas un seul facteur. C'est une tempête parfaite. C'est une combinaison d'une force naturelle monstrueuse et d'une machine d'État paranoïaque. Le véritable choc pour les historiens, ce ne sont pas les boules de feu et la langue manquante. Le véritable choc, c'est à quel point cet incident, ce dossier, reflète parfaitement son époque. Une époque où le mystère était plus important que la vérité, et où le lancement secret d'une fusée était plus effrayant que 9 corps congelés. Nous ne saurons jamais ce qui a réellement traversé l'esprit d'Igor Dyatlov dans cette dernière seconde quand il a découpé la toile. Était-ce le rugissement du vent ou le rugissement d'un moteur de fusée? Nous savons seulement une chose. La montagne des morts a pris son tribut, et elle n'a toujours pas révélé son secret. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé cette nuit-là? Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.